apparemment il va chercher le point de pénalty. Deux, trois pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contre qui est parfait de l'équipe de France. La frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois, il va frapper du gol. Taper la frappe en roulette. Web Blanqui, émission spéciale Qatar 2022. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 novembre en direct de la Web Blanqui et aujourd'hui nous sommes sur la Coupe du Monde du Qatar avec la compagnie de Zoé Dubos. Bonjour à tous. Et Chloé Dupouille. Bonjour. Je passe donc la parole à Zoé Dubos. Bonjour à tous. Je vais parler un peu de cette Coupe du Monde. Je vais dire qui sera présent comme élève et comme professeur. Je laisserai la parole à ma collègue Chloé Dupouille. Puis après, je la relaisserai à Louise Danet. Donc, comme professeur, il y aura donc Monsieur Martin et Monsieur Cassou qui se feront interviewer par Thomas Riba. Je te laisse la parole, Chloé. Comme élève, il y aura Benjamin Hachette, Hugo Ducos, Mola Mamad et Nolan Bourriot. Je relaisse la parole à ma collègue Louise Danet. Cette interview aura donc lieu de 13h à 14h et nous sommes donc en plein dans l'événement. Je vous laisse et bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, merci d'être avec nous sur cette nouvelle radio Web Blanqui. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 novembre et ce qui fait l'actualité, eh bien c'est le premier match de l'équipe de France de foot pour la Coupe du Monde au Qatar. On va évidemment évoquer ce mondial d'un point de vue sportif. Avec les enjeux évidemment pour les Bleus, la manière dont se présente cette Coupe du Monde, nos chances peut-être de repartir avec une troisième étoile, mais aussi on va aborder ces questions d'un point de vue écologique, sociétal et politique. Oui, on va aller jusque-là. Avec nous pour parler de tous ces sujets, Joël Cassou, bonjour. Bonjour. Julien Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement professeur d'EPS et professeur de PS. Donc deux professeurs de PS. À vos côtés vont intervenir plusieurs élèves. Nous aurons Nolan, Molam, Benjamin et Hugo. On vous entendra dans un instant. Benjamin, bonjour. Bonjour. C'est toi qui vas ouvrir le bal, c'est toi qui vas siffler le coup d'envoi en quelque sorte pour ce premier rendez-vous. Une Coupe du Monde de foot en hiver. Bon, c'est complètement décalé finalement pour beaucoup de pays. C'est la première fois d'ailleurs qu'une Coupe du Monde est organisée en hiver, même si au Qatar, l'hiver y est chaud. On peut avoir des pointes en termes de température de 30 degrés. Qu'est-ce que tu penses, toi, Benjamin, de l'organisation d'une telle compétition en cette période de l'année ? Déjà, je pense que ça aurait pu déjà s'organiser comme toutes les Coupes du Monde en été. Après, peut-être aussi le Qatar, ils ont eu des problèmes au niveau des constructions des stades. Les constructions aussi ont fait polémique avec la mort d'employés sur le chantier. Après, je pense que ça va être aussi dur à cause des conditions des températures. Mais il faudra surtout que les joueurs de tous les pays essayent de garder leur sang-froid et tenir le coup. Alors évidemment, la question sociétale, la question des salariés, on va l'évoquer puisqu'il y a eu quand même des centaines et des centaines de personnes décédées sur les différents chantiers en termes de construction, on en parlera. Mais là, tu parles par exemple de la température. Tu dis ça aurait été peut-être plus souhaitable d'organiser ça, une Coupe du Monde, l'été. Mais sachant que là, on a des températures qui frôlent les 30 degrés, imagines-tu une Coupe du Monde au Qatar à peut-être 45 ? Non, pas vraiment. Bon. Parce que sinon on aurait beaucoup plus de mal et surtout comme dans les grandes compétitions qui se sont passées, dans certaines compétitions qui se sont passées pendant l'été, des poches fraîcheurs, et ça serait du coup toutes les 5 minutes, mais sinon non, ça serait pas, enfin même pour le Qatar, ça serait pas jouable de jouer sa Coupe du Monde l'été. Et toi alors Benjamin, tu vas suivre cette Coupe du Monde ? Oui.
Ok, petit pronostic, qui arrive en finale, qui est vainqueur? Pour moi, je pense que il y a de grandes chances que l'Argentine gagne. Ah, Mais tu sais, ils n'ont pas très bien commencé. Hein. Tout à l'heure, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite 2-1. j'ai pas pu voir le match. But de Lionel Messi, Mais- certes, mais dommage. Mais moi, je pense que c'est soit le Brésil, soit l'Argentine. Pas la France. La France, je les vois au moins passer les arrivées en demi-finale, mais pas aller plus loin. Le point de vue de Benjamin sur votre nouvelle radio web Blanqui. On va donner la parole aux professeurs d'EPS qui sont à tes côtés. Vous, votre avis justement sur l'organisation d'une telle compétition en période hivernale, vous en pensez quoi? Bah, moi, je trouve que ça perturbe déjà tous les championnats européens. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent blessés ou du coup qui sont obligés de déclarer forfait par rapport aussi au calendrier. Là, vous faites référence par exemple à quelqu'un comme Benzema ou pas forcément? Benzema, Kimpembe, Kanté, Pogba. Enfin, je peux citer tous les Français parce qu'on peut avoir une deuxième équipe qui C'est est vrai. déjà repartie en France ou qui est même pas arrivée au Qatar. Et puis par rapport à l'organisation des compétitions de la Ligue des Champions, des championnats européens, tout a été fait. Ouais, chamboulé en fait, quoi, c'est ça. Chamboulé, tout a été fait dans un temps très très court, ce qui peut aussi expliquer le nombre de blessés dans plusieurs sélections d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est votre avis. Julien Martine, Joël Cassou, votre point de vue justement sur l'organisation de cette compétition en plein hiver. Ouais, alors moi je vais être un peu plus cynique. Je pense que toutes les compétitions internationales maintenant sont des histoires de gros sous. Ce sont des histoires qui ne se jouent pas forcément sur un terrain sportif, mais plutôt sur un terrain politique, diplomatique et économique. Donc il fallait, à mon avis, organiser une Coupe du Monde au Qatar. Évidemment, comme vous l'avez évoqué, Benjamin, en été, ce n'est pas possible. La basculer en hiver, des stades climatisés, tout ceci est une aberration, mais je suis assez cynique par rapport à ça. Je ne suis pas surpris. Ça fait plusieurs maintenant manifestations sportives qui sont régies par l'économie et au détriment justement des sportifs, du calendrier, de la logique intrinsèque de l'activité. Donc du coup, là j'apprends qu'on va peut-être faire une Coupe du Monde de ski pareil dans un désert. Enfin, ça devient assez rocambolesque. Et ben voilà, on est dans une aberration écologique, pour en dire certains, justement concernant le climat du pays hôte. Alors pas de jeu de mots avec hot en anglais. Pour rafraîchir les stades, la climatisation va être branchée. Donc ça fait polémique, encore plus aujourd'hui quand effectivement on demande donc aux Français et puis aux Européens de faire attention à leur consommation énergétique. Ça c'est une question importante pour vous par rapport à cette Coupe du Monde. Alors c'est un peu hypocrite. Parce que ça fait 12 ans qu'on sait que cette Coupe du Monde sera au Qatar. On a l'impression depuis un mois, là, tout le monde s'est réveillé en disant que c'est scandaleux. Ça fait un petit moment que ça dure. C'est pas plus scandaleux que les dirigeants qui arrivent au G20 avec 400 jets privés. Donc non, on est dans une logique où le foot est devenu la référence absolue en termes d'abus, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient économiques. Donc, à partir du moment où la Coupe du Monde est organisée au Qatar, à eux de s'organiser, à eux de construire les stades, on leur a donné le feu vert, ils accueillent, et ils s'en donnent les moyens, alors malheureusement dans des conditions un peu dramatiques comme l'a évoqué Benjamin, mais je pense que l'écologie est le cadet de leurs soucis, vraiment. Alors je vais justement revenir sur ce que Benjamin a dit tout à l'heure concernant toutes ces personnes qui sont décédées sur les chantiers. Un média britannique parle de 6500 travailleurs migrants décédés donc sur les chantiers de construction des différentes infrastructures au Qatar. Et quand on sait justement dans quelles circonstances les stades ont été construits et que ça a coûté la vie à des personnes, ça vous fait réagir de quelle manière? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Julien, Benjamin, Joël. Non, Julien. Non, c'est pour rejoindre ce que vient de dire Joël Cassou. C'est scandaleux, mais c'est hypocrite en même temps. Donc ça, on le savait depuis le départ. En fait, on se réveille un mois avant, mais ça fait 12 ans que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. C'est peut-être il y a 12 ans qu'il fallait réagir et peut-être changer de pays. Seb Blatter, le patron de la FIFA, l'a avoué à demi-mot il y a une semaine, là, mais c'est trop tard. Tout a été lancé. Donc c'est une aberration humaine, c'est une aberration écologique. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Je ne vais pas pour autant me priver de regarder les matchs à la télé, que ce soit de l'équipe de France ou des autres, parce que je vais me punir moi-même. Ça se passe à des sphères qui nous dépassent en quelque sorte.
on nous fait culpabiliser à nous finalement de regarder les matchs à la télé. Et ceux qui peuvent vous répondre comme quoi, quelque part, en regardant, vous cautionnez tout ce système. Là, on fait un petit débat. Ouais, non, je cautionne pas le système, mais je vais pas me punir, moi, de regarder le sport que j'aime à la télé pour contrer des décisions qui nous dépassent complètement. Alors, j'aimerais bien aussi évoquer un chiffre, moi, qui m'a vraiment interpellé. C'est 200 milliards d'euros. C'est le budget, en fait, pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est énorme. C'est quand même 10 fois plus que pour l'édition précédente qui était en Russie. Un budget, en fait, pour construire les stades, mais aussi des lignes de métro, des ponts, des stations d'épuration, de nouvelles villes. Que pensez-vous, finalement, d'un budget pareil, aussi colossal pour une Coupe du Monde? Joël Cassou. Je ne suis pas surpris, mais je ne suis pas inquiet pour le Qatar qui a, semble-t-il, des ressources illimitées. Il y a eu des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde au Brésil ou dans des pays qui ont investi beaucoup, mais qui ont malheureusement, après, derrière, ça a été dramatique pour la population. Il y a eu des stades vides, il y a eu de l'argent perdu, il y a eu... je pense que on ne peut pas mettre en corrélation le coût total et la santé économique du pays. Moi, que le Qatar ait dépensé 200 milliards, pardon, c'est ultra choquant. Enfin, je n'ai même pas la notion de ce chiffre-là, tellement il est fou. Mais voilà, je persiste à dire que s'ils l'ont fait, alors j'ai vu, il y a des stades, par exemple, il y a un stade qui a été construit en conteneur. C'est un stade qui est montable et démontable à la demande et qui peut changer de pays. Et sur cette idée, moi, je la trouve excellente. Ouais, enfin, mais c'est objectivement, un stade parmi les 8. Après, j'ai vu celui d'hier sur l'inauguration qui est extraordinaire, qui est exceptionnel. Mais vous me dites que c'est 10 fois plus cher que pour la Russie. Non, je pense que... Et puis encore une fois, 200 milliards, vous vous rendez même plus compte, et moi le premier, de ce que ça représente comme somme. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une grosse partie de cet argent pourrait servir à autre chose? Ah, bien sûr. Voilà. Même à ce compte-là, le débat il est sans fin, parce que... Non, mais quand on parle de 10 milliards pour la Russie, ce qui est quand même colossal, quand on fait du 200 milliards, on se dit il y a une possibilité peut-être pour aider, peut-être, je ne sais pas moi, des personnes qui sont dans le besoin, des pays qui en ont besoin. Ah, mais ça c'est sûr, mais alors à ce moment-là, cette question, on peut la reproduire sur toutes les dépenses économiques de toutes les sphères de la société, qu'elles soient musique, sport, Sauf que là, c'est pour une compétition qui dure un mois. C'est vrai. C'est vrai que le coût, on appelle ça bénéfice-risque, il est assez colossal, c'est vrai. Ça dure un mois, mais les infrastructures, elles resteront. Les lignes de métro, les villes, elles resteront quand même. Mais c'est vrai que c'est choquant, mais s'ils ont un budget tel, c'est qu'ils sont capables de l'assumer aussi. Bon, en tout cas, il y a quelques polémiques, c'est vrai. Est-ce que, malgré tout, vous allez suivre de la même manière cette nouvelle édition de la Coupe du Monde comme les précédentes? Benjamin. Moi, je prends ça comme une Coupe du Monde. Après, c'est un autre truc. L'argent dépensé pour les stades, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Ça, c'est le pays qui gère tout ça. Hein. La Coupe du Monde, elle n'a rien à voir là-dedans. La Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Le Qatar, c'est le Qatar. Hein. Voilà, on aura la conclusion de Benjamin qui va laisser sa place justement pour entendre dans un instant d'autres élèves du collège Pierre Blanqui. C'est Web Blanqui, votre nouvelle radio, avec donc ce débat par moment sur le mondial, la Coupe du Monde. Bon, quoi qu'il arrive, les fans de foot doivent faire avec. Et comme l'a dit un historien ces derniers jours que j'ai lu dans la presse, les joueurs ne sont pas coupables de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. On va parler justement des joueurs, des matchs. On fait un petit point justement sur les matchs déjà joués. Alors, dimanche, on a vu l'entrée en lice du pays hôte, le Qatar, qui affrontait l'Équateur. 2-0 pour l'Équateur. En premier match pour ce mondial qui a fait parler. Avant la fin de la rencontre, des supporters qataris ont quitté le stade. Pas de tradition de foot, selon certains spectateurs qui ont assisté à la rencontre. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, vous avez peut-être entendu cette histoire. Ça fait quoi de se dire qu'il y a quand même, pour le premier match d'ouverture, des personnes qui s'en vont avant la fin de la rencontre? Je ne sais pas qui va prendre la parole. Oui, qui? Non, je pense qu'à travers cette anecdote, on réalise qu'on perd en fait l'essence même de l'activité football. On perd l'essence même de la beauté de ce sport et du jeu qui
qui est un sport mondial, qui est un sport accessible à tous, mais qui ne nécessite pas d'improvisation culturelle. Là, le Qatar, ils ont monté leur équipe de toutes pièces, ils sont allés naturaliser des joueurs dans plusieurs pays. Les supporters, on a vu ce que ça avait donné avec les clips de présentation, les supporters des différentes nations sont en fait exactement les mêmes, quelle que soit la nation. C'est pas illogique qu'on assiste à ce premier mini-événement, parce que c'est pas une terre de football, c'est pas un peuple football, c'est pas un comportement de supporters de stade. Donc ça reste un spectacle, et ils ont montré que ils sont pas contents du spectacle, ils s'en vont, et puis je pense qu'on est absolument dans la logique consumériste de l'événement, et pas du tout dans la logique fan et dans l'émotion. Alors je ne sais pas si Molam, qui vient de nous rejoindre, a regardé la rencontre. Bonjour. Bonjour. Molam, alors ces images, toi, elles t'ont choqué, marqué, interpellé? Ouais, ça m'a beaucoup choqué de voir les gens partir avant la fin du match. Pour moi, c'est un manque de respect envers les joueurs qui jouent, en fait. Et c'est aussi inadmissible parce que les joueurs, ils ont besoin de supporters. Et là, les supporters, en fait, en faisant ça leur met pas du tout en confiance, les joueurs. Ils se disent qu'ils n'ont pas de niveau pour la jouer ou un truc comme ça, et du coup, ils vont se relâcher. Donc 2-0 pour l'Équateur face au Qatar. On continue à faire le point sur les rencontres déjà jouées. À l'heure où nous parlons, Angleterre-Iran, 6-2 pour l'Angleterre. Sénégal-Pays-Bas, 2-0 pour le Pays-Bas. Égalité entre les États-Unis et le Pays de Galles. Et puis l'Argentine-Arabie Saoudite. Grosse surprise avec l'Arabie Saoudite qui remporte le match 2-1. Et puis ce soir, donc à 20h, la France face à l'Australie. Quelles sont, selon vous, les grosses rencontres qu'il ne faut pas manquer pour ce mondial? Je ne sais pas si vous avez tous regardé un petit peu le calendrier. Julien? Ouais, déjà, dans le groupe E, on a l'Espagne, un Espagne-Allemagne qui va tenir toutes ses promesses, je pense, parce qu'on a deux équipes qui sont certes pas en totale confiance au vu des derniers résultats des matchs de préparation, mais qui sont des équipes qui sont solides et qui arrivent toujours assez loin. D'ailleurs, l'Allemagne, ça reste mon favori, même si c'est pas eux qui font le plus rêver en termes de jeu, ils sont toujours solides et à mon avis ils vont être dans le dernier carré. Parce que, alors pour les jeunes qui nous écoutent, on a toujours cette tradition de dire à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Ça, exactement. Voilà, de par son histoire. Mais bon, est-ce que là ce sera le cas? Pour Julien, oui. Pour moi, ils font partie clairement des favoris. Même si, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, l'Argentine et le Brésil qui sur le papier ont des superbes équipes, mais on voit que ça marche pas toujours parce qu'ils viennent déjà de prendre un revers sur le premier match, 2-1 contre une équipe. Je pense qu'il n'a peut-être jamais gagné un match de Coupe du Monde de sa vie. Après, est-ce qu'il ne faut pas regarder les conditions météo, parce que il fait quand même chaud, on est dans... Je pense pas, on est sur des stades climatisés. Donc, oui, c'est vrai, j'ai oublié. On est sur des stades climatisés, donc même les joueurs disent qu'il fait même frais sur les terrains. Et puis en extérieur, il fait 25-30, c'est des conditions comme on peut avoir sur une Coupe du Monde à Moscou en plein été. Quoi. C'est vrai. Non, sur les conditions climatiques, je pense pas que ça jouera sur les résultats. Donc pour vous, l'Allemagne à suivre. L'Allemagne à suivre. Ouais. Molam, l'équipe, la nation, qu'il faut défendre, qu'il faut absolument voir, les matchs à ne pas manquer. Je pense les matchs à ne pas manquer des équipes, ça serait l'Argentine, le Brésil. Parce que le Brésil, ils ont une équipe, on va dire, des joueurs bien connus qui jouent dans des clubs qui sont mondiaux, si on peut dire ça. Et après, même si la France n'est pas à des joueurs blessés et tout, ça ne nous empêche pas de la suivre. Parce qu'ils ont quand même une très très belle équipe de jeunes joueurs qui vont prendre la relève. Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un petit truc. Et ce soir, vous serez tous devant un écran, quel qu'il soit, pour suivre la France face à l'Australie? Ah oui, je pense qu'on est unanime pour dire qu'on sera tous devant la télé ce soir, ou que ce soit pour voir l'équipe de France gagner. J'espère qu'ils... Gagner, ok. Ouais. Comment est-ce que vous voyez alors, vous, Julien, cette rencontre face à l'Australie? Je crois que jusqu'à présent, la France n'a que gagné en Coupe du Monde face aux Australiens, si je ne me trompe.
J'ai pas tous les résultats précédents, mais je crois qu'ils se sont rencontrés effectivement sur la précédente compétition aussi en phase de poule. C'est toujours des matchs serrés. Je vois un match assez fermé. L'équipe de France est assez remaniée. Je pense qu'ils vont trouver quand même la faille par une ou deux reprises. Moi, j'ai misé un petit 2-1 pour la France. 2-1 pour ce soir. Joël. Une défense qui est aussi remaniée, donc je pense qu'il va y avoir quelques occasions concédées. C'est pour ça que je mets le petit but australien, mais j'espère la victoire 2-1 de la France. Ok. Joël, petit prono. Alors moi j'ai mis 3-0 parce que j'aimerais bien que, effectivement, comme l'a dit Molam, c'est pas l'équipe qu'on attendait. Ils sont champions du monde en titre, ce qui est quand même un gros statut à défendre. Maintenant, j'aimerais bien que, vu les talents qu'il y a dans cette équipe, il y ait un peu le discours tout vers l'avant, de l'espace et de la vitesse. Un peu qui tout double. Alors le problème, c'est que c'est du foot, et que si on se retrouve avec 11 Australiens derrière, et qu'on ne trouve pas la faille à la 60e, et qu'on peut même prendre un but en contre, bon ben là, la compétition, elle prend une autre tournure. Je pense que si on marque assez vite, ça peut être assez lourd comme score. Mais moi j'aimerais bien qu'à l'inverse de 2018, alors certes on a été champion du monde, mais on s'était quand même bien ennuyé dans les matchs de poule. Là, cette fois-là, ils se disent, bon, on a de la jeunesse, on a de la fraîcheur, on a de la vitesse, on veut du football qui se projette vers l'avant, c'est pas trop le style de Deschamps. Mais j'aimerais bien qu'on puisse s'enthousiasmer sur l'équipe de France dès le premier match, et dès le match de poule. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des absents, des blessés, on a appris la défection de Benzema, donc, alors qu'on pensait que ce serait une valeur sûre. Ça, c'est un coup dur pour l'équipe, selon vous ? Oui, forcément. Tu perds ton ballon d'or, c'est le joueur qui a le leadership, je pense, sur le groupe. Donc même s'il n'est pas là, je pense qu'on a quand même une très très belle équipe, comme l'a dit Moula, mais il y a des joueurs vraiment en devenir, il y a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Ça peut mettre un coup, mais le premier match sera décisif et peut libérer pour la suite. Ouais. Vous allez vous retrouver dans quel genre de conditions pour supporter les Bleus ? À la maison Mardi soir, ça risque fortement d'être à la maison ou chez mon voisin qui a un rétroprojecteur avec un grand écran, si je suis invité peut-être. Et donc du monde pour encourager les Bleus à distance. Molam, comment est-ce que toi tu vois ce match pour la France face à l'Australie ? Je pense que ça sera un match décisif pour eux. J'espère qu'ils vont gagner. En tout cas, s'ils mettent la pression dès le début du match, ils vont leur faire mal aux Australiens. Après, comme a dit M. Joël Cassou, si les Australiens ils ferment bien derrière, avec les 11 joueurs qui reviennent défendre et tout, il y aura toujours un petit Mbappé pour décaler, frapper. Et on a attendu presque 20 minutes pour avoir le nom d'Mbappé quand même. Hein. Ouais, et après je pense au milieu, même si la défense a changé un peu, enfin beaucoup même, le milieu est très très solide de la part des Français, avec le petit jeune joueur Kamavinga, Tchouaméni, c'est une paire qui est juste monstrueuse et qui sauront faire les efforts pour venir défendre et apporter offensivement aussi. Je pense, pour moi aujourd'hui, ça fera un 2-0 pour la France. Eh ben super, j'espère que les Bleus nous écoutent. Hein. Et qui seront inspirés. Merci beaucoup Molam pour cette analyse très fine concernant nos chances de victoire ce soir face aux Australiens. Tu vas pouvoir laisser ta place à Hugo qui va nous rejoindre pour parler encore une fois de cette Coupe du Monde sur Web Blanqui. Web Blanqui, votre radio, web radio, première émission dédiée donc à la Coupe du Monde de foot. Hugo nous rejoint avec cette question. Hugo, bonjour. Bonjour. Qui vois-tu en finale ? Ouais, dis-nous. L'Argentine ou le Brésil. Ouais. Et donc, pas la France ? Non. Alors, on a encensé en quelque sorte, il y a un instant, les Bleus, à travers la stratégie, la force notamment centrale, avec des joueurs qui peuvent faire la différence, avec de la jeunesse. Pour autant, ça t'inspire pas plus que ça ? Non, parce qu'ils n'ont pas une défense en or ou un milieu en or. Je pense pas qu'ils peuvent aller aussi loin qu'ils ont fait en 2018. Ils avaient une bonne équipe, mais je pense pas qu'ils peuvent faire mieux.
Donc pour toi, pardon, tes deux équipes qui pourraient arriver en finale, ce serait Argentine ou Brésil. Argentine, Brésil. Bon, là aussi des valeurs sûres. Bon, moi j'espérais honnêtement voilà, que tu viennes nous dire, ouais, je crois vraiment en une chance de 3e étoile pour la Coupe du Monde pour les Bleus. Mais non, ce sera peut-être pas pour cette édition-là. Non. Pas au Qatar en tout cas. Bon, merci pour ton point de vue, Hugo. Et qu'est-ce qu'on dit pour ce soir ? Allez les Bleus. Ah, ça c'est sympa. Merci quand même. Merci pour... super. Bon, vous, la 3e étoile, ce serait pas forcément pour cette édition, messieurs les professeurs de sport. Ouais, je pense que ça reste jouable. Pour moi, il n'y a aucune équipe qui est au-dessus du lot. Sur le match de préparation, on n'a pas vu une équipe dominée, si ce n'est le Brésil, qui a une farandole d'attaquants. Mais la France a quand même sa carte à jouer. Donc moi, ça reste... j'ai misé sur l'Allemagne, mais je pense que la France a quand même sa carte à jouer. Ça reste une équipe solide, avec, malgré les absents, des joueurs stars. Ils ont le meilleur joueur pour moi de la Coupe du Monde, c'est Mbappé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc il peut faire la différence à n'importe quel moment. Il y a Dembélé sur le côté, Giroud qui est très efficace malgré son âge, qui est toujours présent. Donc on a une équipe assez complète et qui peut arriver au bout, je pense. Merci pour cette analyse également, Julien. Joël, 3e étoile ? Non. Non. Ok. Non, parce que je pense que dans le sport de très très haut niveau, il n'y a pas de place pour l'équipe de France telle qu'elle est composée ce soir n'a pas de vécu collectif ensemble. C'est juste. Et ça, sur une compétition, sur un match, je pourrais vous dire oui, on peut battre n'importe qui, ça c'est clair. Sur des matchs de poule, plus des matchs à élimination directe, plus la fatigue, les blessures, les cartons éventuels, enfin voilà, la rotation de Deschamps. Ça c'est mon côté un peu nostalgique, j'ai espoir que l'équipe qui est au bout soit celle qui a le vécu collectif le plus abouti et qui depuis quelques générations et depuis quelques années travaille le plus ensemble. Bon, après ça reste du foot, comme je disais tout à l'heure, et voilà, comme dit Julien, pareil, la Belgique sera championne du monde ou l'Angleterre sera en finale. Ce qui est possible. Mais la France, à mon avis, le côté expérience de jouer ensemble, même si c'est des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, très très haut niveau, c'est des millimètres de précision, c'est de l'expérience accumulée dans les grandes compétitions et on en manque cruellement. Donc, j'ai du mal à me projeter sur cette 3e étoile. Maintenant, l'équipe est très jeune et je vous répondrai dans 4 ans. Ou demain. Bon, merci à tous d'avoir participé à cette première dédiée au mondial de foot. Merci Joël Cassou, merci Julien Martine, merci à tous les élèves du collège Pierre Blanqui d'avoir participé à cette première émission. Pour terminer, une citation du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Dans le football, comme dans la vie, on ne peut pas avoir que des architectes, on doit aussi avoir des maçons. Alors que la maison équipe de France soit belle pour ce mondial 2022. Merci à tous. Merci.